en a gros, on en a gros, en atelier à nos bureaux. On en a gros, on en a gros, dessins, couleurs et scénarios. Dans la BD, on en a gros, on en a gros, on en a gros, en atelier à nos bureaux. On en a gros, on en a gros, dessins, couleurs et scénarios. Dans la BD, on en a gros. Bonjour à tous. Ah, je vois qu'on a perdu Benoît pendant la pause, mais il va revenir. On en a gros, l'émission reprend après pas mal de mois d'interruption. Faut dire que la dernière émission qu'on a fait nous en a collé gros. Parce que c'était passionnant, je vous recommande de l'écouter, mais voilà, on a remis en cause beaucoup de choses sur lesquelles était construite la bande dessinée jusqu'à maintenant, et c'était un peu déprimant. Voilà, donc on va essayer de pas être déprimant ce soir, on va au contraire essayer de regarder vers l'avenir avec, si ce n'est, espoir en tout cas, avec rationalité, et puis avec l'objectif de l'arranger l'avenir et pas de le laisser couler. Donc on a ici ce soir l'équipe qui a monté l'enquête des états généraux. Puisqu'en fait, il y a le bureau initial qui est composé de Benoît Peters, Valérie Mangin et moi, et on a Sylvain Acatias, Acatias ou Acacias, je me suis demandé. Acatias. Voilà, à la française. Qui est le sociologue qui nous a rejoint en fait en cours de travail pour nous proposer une rigueur qu'on avait peut-être pas eu absolument tout le temps sur la première enquête, pour monter le niveau, et il nous a vraiment accompagnés sur la construction du questionnaire et sur la construction de la technique même du questionnaire que vous pouvez remplir à partir de maintenant. Je vous laisse chacun vous présenter un petit peu. Sylvain, c'est quoi un sociologue qui s'intéresse à la BD ? C'est un sociologue rare parce que je pense qu'on n'est que 4 en France. Donc voilà, c'est vite fait comme ça. J'ai une collègue en Belgique et puis une collègue en Suisse. Donc c'est vite fait, hein, le tour. En fait, donc moi je suis sociologue à l'université de Limoges. Ça doit faire une quinzaine d'années à peu près que je travaille sur la bande dessinée. Et en fait, pour un sociologue, l'intérêt principal, alors ce qu'il y a de particulier, c'est que moi je travaille pas sur les textes, je travaille pas sur les albums, sur les dessins. En fait, je m'en moque. Moi, je travaille sur de l'humain, donc ça veut dire que assez logiquement, alors j'ai travaillé pendant un temps sur les collections, sur la question de la légitimité de la bande dessinée, parce que ça, c'est un truc auquel on n'échappe pas. Et puis, à un moment ou à un autre, c'était un vieux projet, on en est venu à travailler sur les auteurs. Voilà. Et donc, c'était assez logique. Moi, j'ai fait donc une enquête sur la Charente, en fait, auprès des auteurs de bande dessinée. Et puis, déjà, c'était en partie inspiré, je vais le dire, par la première enquête des EGBD, forcément. Hein. Et donc, voilà, c'était pas illogique que je me retrouve là aujourd'hui. Benoît, qui es-tu ? Pour les gens qui ne le savent pas encore. D'abord, c'est le président des EGBD quand même. Un bon moment dans ce petit monde, puisque j'ai commencé à suivre avec François Schuiten. On a commencé les cités obscures au début des années 80. Au même moment, je travaillais sur Hergé. Et puis, j'ai élargi un petit peu ma connaissance et des auteurs, et des styles, et de l'histoire de la BD. Et on s'est retrouvés il y a une bonne dizaine d'années avec Valérie et Denis à échanger plusieurs fois sur la situation de la BD, les évolutions qu'on avait vues. Et nos constats, même si on venait d'horizons très différents, nos constats étaient proches. Et ça a été le point de départ des états généraux et de la fameuse enquête. Moi, j'avais un regard un petit peu différent parce que j'avais travaillé notamment à la SCAM en pensant que c'était vraiment un organisme qui était là pour défendre les auteurs. Puis j'ai vu quelques divergences et petit à petit, on en est arrivé à cette enquête et puis à des rencontres multiples avec des autorités, pas toujours efficaces, et aussi à se retrouver avec Samantha Bailly à la Ligue des auteurs professionnels. Et Valérie, alors on va pas cacher, hein, Valérie est là. Donc, oui, je suis là. Je suis dans la même pièce que Denis, c'est normal, je suis sa compagne. Mais c'est pas à ce titre que je suis là ce soir, donc je suis la trésorière des EGBD.
Et aussi et surtout, je suis scénariste, moi, de bande dessinée. J'ai commencé chez Soleil. Apparemment, on m'entend mal. Vous m'entendez bien? Oui. Donc, j'ai commencé chez Soleil il y a 25 ans à peu près, à l'époque où il y avait encore très peu de femmes qui faisaient de la bande dessinée. J'étais un peu seule de mon genre chez mon éditeur. J'exagère, on était deux ou trois sur 200 auteurs à peu près. Bon, les choses ont bien évolué depuis, heureusement. Et à cette époque-là, je faisais surtout de la science-fiction et du fantastique, et j'ai continué depuis. Et surtout maintenant, je fais de l'historique, puisque je fais la suite de la série Alix de Jacques Martin. Je fais Alix Sénator. Et j'ai commis aussi d'autres albums en parallèle, mais c'est surtout ça que je fais en ce moment. Et donc, j'appartiens aux EGBD, j'ai participé à l'enquête. Donc, on s'est rencontrés, comme disait Benoît, il y a une dizaine d'années, peu de temps avant la première enquête, ce qui a amené, comme il l'a décrit, à la mener, puis à la fondation de la Ligue avec Samantha Bailly. J'avais une expérience syndicale auparavant, puisqu'avec Denis, enfin, ça vous en parlera mieux que moi, mais on a participé à la fondation du Snack BD et encore avancé à d'autres organisations BD. Donc pour nous, c'est une longue aventure collective qui continue. Alors, je crois qu'il ne t'entend pas, donc je vais essayer de régler ça pendant que... Là, vous allez entendre Valérie, et il faut que j'aille chez Valérie maintenant, et son son autrement. Non, tu vas t'entendre en écho, Valérie, je suis désolé, on n'a pas trouvé de solution, mais voilà. Tant pis. J'espère au moins que les gens qui nous écoutent m'ont entendu. Ah là, on t'entend à nouveau. Oui, les gens sont entendus, parce qu'en fait, c'est des questions d'aiguillage. Mais je ne sais pas pourquoi... En tout cas, Sylvain et Benoît me connaissent de toute façon. Oui. Ils n'ont rien perdu. Voilà, et on t'entend maintenant, Valérie. En tout cas, je t'entends. Et toi, Denis, alors qui es-tu ? Alors moi, je fais de la bande dessinée depuis les années 80. Alors j'ai commencé en amateur, un fanzine papier, puis j'ai signé mon premier album chez Delcourt. Alors je fais de la science-fiction depuis les premiers jours parce que c'est ma passion. Et depuis la fin des années 90, je fais une série qui s'appelle Universal War. Et lentement, puisque j'ai fait 9 albums en 20 ans, donc c'est un travail appliqué. Et puis il faut dire que j'ai passé un peu trop de temps depuis plus d'une décennie, peut-être 15 ans maintenant, dans les questions syndicales. Parce qu'avec Valérie, on a été dans les moteurs pour créer le premier syndicat de BD. Depuis, on a fait les États généraux, la Ligue des auteurs professionnels. Ça a été des gros engagements. Que je regrette pas, même si les résultats ne sont jamais à la hauteur de toute l'énergie qu'on a pu mettre dedans. Mais voilà. Et les gens qui suivent cette chaîne savent que je continue à beaucoup parler de la bande dessinée, de ses problématiques, etc. sur cette chaîne, puisqu'on en a gros, c'est quand même avant tout un endroit où on parle des questions et des angoisses des auteurs, et puis éventuellement des solutions qu'on peut apporter à ces angoisses. Voilà, on s'est présenté rapidement pour tous les gens qui ne nous connaîtraient pas, parce qu'on a beaucoup d'auditeurs qui sont parfois même pas des fans de BD, des fans de dessin qui sont arrivés parce qu'ils ont vu une autre émission sur la chaîne, etc. Donc c'est bien qu'ils se rencontrent. Donc en fait, on est ici 3 professionnels de la bande dessinée très installés, on peut dire. On a la chance d'avoir eu des best-sellers, d'être correctement honoré dans ce métier, voire extrêmement honoré pour Benoît. Benoît, par exemple, a fait un cours sur la bande dessinée au Collège de France. Ça fait très classe comme ça. Donc, et puis, on est avec un sociologue aussi très, très, très assis, parce qu'il a le gros de sa carrière derrière lui. Maintenant, on va pas le cacher. Ouais. Et il a vu du pays. Et je pense que c'est aussi parce qu'on a vu du pays tous les 4 qu'on est là, et qu'on a vu changer la bande dessinée énormément depuis 20, 30 ans, 40 ans, même pour les plus anciens, et que ça pose vraiment question. On peut dire d'un mot, Denis, que le nombre d'auteurs a été multiplié. Est-ce que c'est par 15 ou par 20 depuis les années 80 qu'on évoquait? On était dans un paysage totalement autre, où la presse était l'essentiel, et même en grande partie l'essentiel des revenus des auteurs. Les albums, il y en avait à mes débuts 300 par an. Aujourd'hui, on est à 6000. Le nombre d'auteurs s'est multiplié de la même façon. Et c'est aussi, évidemment, un élément de ces considérables métamorphoses qui se sont faites sous nos yeux, mais on a mis peut-être un certain temps à se rendre compte de toutes leurs conséquences, et notamment de toutes leurs conséquences pour celles et ceux qui voulaient vivre de la bande dessinée. C'était un métier de pro.
quand On on avait a un peu commencé. conscience, chacun de son côté, et qu'on avait un peu de mal à le verbaliser et à se dire, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est moi qui me fais des idées? Ou quelle est la réalité des auteurs? Oui, excusez-moi, je m'entends dans mon casque, j'ai un peu de mal à en parler. Euh, donc, quelle est la réalité des auteurs? Et on a réalisé qu'on n'avait aucun chiffre dessus. C'est-à-dire que Benoît nous donne le nombre d'albums, mais c'est à peu près tout ce qu'on savait. C'est-à-dire combien gagnaient les auteurs, combien d'heures ils travaillaient par semaine, combien il y avait de femmes, combien il y avait de jeunes, d'où venaient les auteurs, qui étaient-ils, comment vivaient-ils, on ne le savait pas vraiment. On connaissait notre petit cercle d'amis, puis ça s'arrêtait un peu là. Donc c'était Et puis difficile de tirer une conclusion. chacun avait tendance à croire, au moment où on a lancé la première enquête, que les problèmes étaient les siens. Par exemple, ma série marche moins bien, ou j'ai des difficultés de tel ou tel type avec tel éditeur. Et tout d'un coup, on s'est rendu compte que les difficultés étaient très, très convergentes. Et donc, je crois que ça a été le premier enseignement, c'est d'arriver à se rassembler, à recouper les informations et à se rendre compte qu'on n'était pas que dans des problèmes individuels, mais qu'il y avait un problème structurel qui se posait. Ça, je crois que c'était vraiment une prise de conscience très importante et par certains côtés, même si la situation est difficile, un peu réconfortante pour chacun, de se dire c'est pas moi qui suis en cause, c'est pas mon travail qui est en cause, c'est quelque chose qui s'est transformé. Oui, tout à fait. Je crois que rompre l'isolement, c'était un grand bienfait de cet accès. Et et la situation ayant énormément changé aussi depuis 10 ans, c'est pour ça qu'on recommence l'enquête finalement. Ah bah, c'est une enquête qui a été Complémentaire. vraiment un choc, je crois, pour toute la profession, même pour nous d'ailleurs au début, quand on l'a lancée en 2015, début 2016. Mais effectivement, on a le sentiment depuis quelques années que la situation s'est encore dégradée et puis qu'il y a eu beaucoup de nouveaux entrants, de nouvelles entrantes. Mm. Donc, il est indispensable qu'on actualise complètement ces résultats et qu'on se dise pas, tout, grosso modo, l'enquête de 2015-2016, elle reste valable. Je crois qu'aujourd'hui, elle a besoin d'être non seulement complétée, mais comparée à la situation ancienne. C'est pour ça que c'est très important. Il y a eu beaucoup de réponses à la première enquête et c'est très très important aujourd'hui qu'on ait beaucoup de réponses pour qu'on ait un échantillon, ça Sylvain va le confirmer, mais qu'on ait un échantillon pas contestable. C'est évident que s'il y avait que quelques centaines de réponses, on pourrait nous dire ça donne pas une vraie photographie de la profession. Alors, si je peux me permettre d'en rajouter une couche là-dessus, le truc qui est vraiment intéressant, ces derniers temps, enfin depuis 2 mois, j'essaye vraiment de trouver le maximum de statistiques en m'adressant à tous les organismes possibles, y compris alors en France, bien sûr, mais aussi en Belgique et en Suisse, puisqu'on s'adresse avant tout aux auteurs francophones. Mais c'est terrible de constater qu'à l'heure actuelle, au niveau national, les grands organismes de gestion ne savent pas combien il existe d'auteurs de bande dessinée, ce qui montre aussi la précarité du statut en lui-même, parce qu'il y a plein d'auteurs de bande dessinée qui font d'autres choses, parfois d'autres activités. Quand on a fait les tests, la première personne qui a répondu a dit: «Bah, moi je peux pas répondre que je suis un auteur installé. En fait, je vis bien parce que je suis enseignant». Voilà et de Dans la fait, première on enquête d'ailleurs, en 2015-2016, on avait vu que plus de 70% des auteurs avaient un autre métier à côté, souvent c'est lié à ça. la bande dessinée, enseignement ou autres pratiques artistiques assez proches. Mais effectivement, il y avait juste un tiers, même pas un tiers, 30% des auteurs qui ne faisaient que ça en fait. Mmh et Mais le ça, paradoxe, c'est que c'est un vrai métier parce que ça mobilise du temps et donc on a eu cette catégorie qui est apparue de professionnels précaires, mmh, c'est-à-dire des gens qui consacrent quand même l'essentiel de leur énergie et de leur temps à la bande dessinée, mais qui n'arrivent pas à en vivre même en travaillant 30, 40, 50 heures par semaine. Ça, c'est un élément très important parce que, euh, par exemple, un romancier, il peut publier un livre tous les 3 ans, c'est pas très grave, on le lui reprochera pas. En bande dessinée, on sait bien que la mmh. régularité est imposée par la plupart des éditeurs, et en même temps, la plupart des éditeurs ne se soucient pas de savoir comment l'auteur va vivre pendant le temps de réalisation de son album. Ça, ce paradoxe-là, il est très très important parce que au début, au ministère de la Culture, on nous disait toujours oui, mais bon, c'est un métier d'artiste, c'est normal parce qu'ils gagnent leur vie autrement, etc. Tu te souviens, Benoît, que quand on avait emmené l'enquête des LGBD
au ministère la première fois. Alors ça a fait un séisme au ministère, ils nous avaient demandé à venir pour une réunion, il y avait le banc et l'arrière-banc qui étaient là, et ils nous avaient présenté des excuses en disant « nous n'avions pas compris que vous étiez des professionnels ». C'est très intéressant parce qu'en C'est vrai fait, qu'il y avait le toujours regard l'idée qui... de l'aimable amateur qui fait ça juste par passion et qui va vivre d'amour et d'eau fraîche. Enfin, d'eau fraîche, c'est plus facile en tout cas, c'est plus sûr. Alors, ils se projetaient sur leurs propres activités ou eux-mêmes doivent écrire un peu à l'occasion le week-end et finalement leur métier c'est le ministère, quoi. Ils le voyaient un peu de la même manière sans doute. Ce qui est On a d'autant même plus étonnant dans que... certaines sociétés d'auteurs où il y a des salariés et des salariés, leur salaire tombe chaque mois et ils aiment la création, mais ils ne mesurent pas que ceux pour qui ils travaillent, eux, sont dans une situation beaucoup plus difficile. C'est d'autant plus intéressant qu'au ministère, il n'est pas pensé qu'on était des professionnels, alors que historiquement, la presse, on en parlait, qui était le lieu de la publication de la bande dessinée jusqu'aux années 80, les auteurs étaient salariés de presse, en fait. C'était un milieu de professionnels de la presse. En fait, beaucoup avaient même la carte de presse, avaient le statut de journaliste, etc. Et en fait, c'était un des milieux créatifs les plus professionnels, mais il y avait peu de gens. C'est-à-dire que ça devait être moins de 300 personnes à vue de nez. On a tenté de faire des évaluations, mais c'est impossible. Il aurait fallu avoir les chiffres à l'époque. Moi, quand je suis entré dans le métier, on disait qu'il y avait 600, 700 sorties et 600, 700 auteurs. On est au début des années 90. Dans les années de la BD, qui était la recension de ce qui se passait dans l'année à l'époque, on parle de crise de surproduction avec 600 exemplaires. On est plutôt à 5-6 000 aujourd'hui. Hein. On ne peut plus faire de recension comme ça aujourd'hui. Et donc, il est assez probable que dans les années 80, où en effet, il y avait plutôt 300 sorties d'albums, on sent bien que ça correspond à un milieu professionnel de sans doute 300 dessinateurs et scénaristes. On doit pouvoir faire à la grosse hache. Hein, tu disais les auteurs avaient une carte de presse à l'époque, ils n'étaient pas considérés comme des journalistes, plutôt que comme des auteurs même alors ils étaient auteurs au sens du droit d'auteur. Quoique, ils ont dû se battre. Hein, c'était pas gagné au départ. Hein, les éditeurs voulaient confisquer les personnages et les séries. Hein. Ils étaient, en tant que statut social et statut de travail, ils étaient des travailleurs de presse, donc des salariés de presse. Tout le monde statut n'avait d'auteur, pas la c'était... carte, hein. En Belgique, par exemple, personne n'avait ce statut de journaliste ou la carte de presse, mais le minimum de revenus était garanti par les piges dans les journaux. C'est-à-dire que chaque fois que tu remettais une planche, cette planche avait une valeur. Bien sûr, nous, quand on a démarré avec Françoise Kuyten, on n'était pas payé de la même façon que Hugo Pratt. Hugo Pratt était confirmé, nous, on était débutants. Mais l'écart était de 1 à 1,5. Si l'un touchait 500, l'autre touchait peut-être 750. C'était pas un gros écart. Et puis, quand ton album arrivait, les droits couraient à partir du premier exemplaire, de la première traduction, de la première sérigraphie. Alors qu'à un moment, les journaux ont disparu et les rétributions ont concerné uniquement le niveau de vente. C'est-à-dire que la valeur travail a disparu, ça c'est vraiment la métamorphose qu'il y a eu, la valeur travail a totalement disparu, la valeur unitaire de chaque page a disparu, et il n'y a plus que le critère du niveau de vente qui a joué. C'est une chose qui s'est passée petit à petit, et au départ, les auteurs qui étaient un peu identifiés bénéficiaient encore d'une rémunération forfaitaire, et évidemment les nouveaux entrants n'en bénéficiaient pas, et puis petit à petit, même les auteurs anciens ont vu tout passer en avance sur droit. Mais l'avance sur droit, ce n'est pas la rémunération du travail, évidemment. C'est une anticipation du succès possible du livre. Tu manges ce que tu vas vendre au moment où tu le prépares. C'est ça. Et nous, on l'a bien vu, Denis et moi, en 25 ans de carrière, les conditions actuelles sont très différentes et beaucoup plus mauvaises que quand on a signé au départ, quoi. Alors nous, on est la génération des premiers éditeurs qui n'ont pas de revue. Les Delcourt, les Soleil, même si parfois ils en ont créé une après, hein, mais c'est des éditeurs qui... Le dernier Librid, c'est Glénat, en fait, qui a la revue... mais qui publie déjà des albums qui ne sont pas dans cette seule revue qu'il a. Et puis alors avec Delcourt, Soleil, etc., c'est des gens, c'est des éditeurs qui créent d'un seul coup des albums de ex nihilo, sans qu'il y ait un passage en presse. Et moi, je me souviens d'auteurs de l'époque qui nous avaient dit « Vous déconnez les jeunes. Vous êtes en train de signer des contrats d'avance sur droit, vous vous mettez sous l'obligation de faire des succès. Ça n'a pas duré, cette histoire. » Alors ça a duré, hein, ça a duré 20 ans.
ils avaient compris en fait déjà que le mécanisme était destructeur en fait. En échange, il a permis à beaucoup plus de gens de publier. C'est-à-dire Il faut dire que nous-mêmes, on ne se posait pas la question à l'époque. On était tellement contents de signer, de toute façon, on aurait signé à n'importe quelle condition. Je veux dire, on aurait même payé pour travailler. Oui, quand on débute. Quand on débute, on est prêt à tout. Et puis, effectivement, ça nous a amené à signer des conditions largement dégradées par rapport à celles de nos prédécesseurs. Et encore, c'est rien par rapport aux conditions que connaissent les jeunes auteurs aujourd'hui. Ouais, c'est très net. C'est net, oui. On voit bien que moi j'ai rencontré des auteurs qui étaient prêts à publier pour des prix. Alors moi j'ai l'habitude en fait, parce que j'ai encore des auteurs malgré tout qui sont payés à la planche, enfin, ou tout au moins où le prix est calculé sur le prix de la planche. Et puis il y a des gens qui sont carrément au forfait en ce qui concerne notamment les romans graphiques. On voit bien que c'est aussi quelque chose qui a changé entre, on va dire, les albums sériels classiques qui peuvent être encore payés à la planche parfois. Donc on va déterminer le prix à l'avance quand on va calculer finalement les avances sur droit. Et puis dans le roman graphique, où au contraire, là, on a des forfaits selon le nombre de pages. Mais quand je rapporte le prix à la planche pour avoir une espèce d'étalon qui me permet de mesurer, j'ai parfois des auteurs qui tombent excessivement bas, en dessous de 100 € la planche, ça c'est très clair. Là où le tarif actuel raisonnable est plutôt entre 300 400 € la planche. Et donc on voit bien que pour un auteur débutant, et les gens sont prêts à accepter, hein, il n'y a aucun problème. Quand on avait essayé d'étudier l'idée du tarif minimum, je crois que c'était à la Ligue, mais je me souviens peut-être au SNAC avant, je ne sais plus. Mais je crois que on était tombé face à ce problème, c'est comment identifier le tarif minimum. Et on s'était rendu compte qu'on ne pouvait quasiment revenir qu'à la valeur du temps passé. C'est-à-dire cet album, ce roman graphique, ce gag devant une planche vont te prendre combien de temps? Et si on était honnête, voilà, il devrait être payé au moins au SMIC, puisqu'on est bien en train de parler de travail. Si on joue à ce petit jeu-là, auteurs qui nous écoutez, faites ce petit jeu-là, êtes-vous payé au SMIC avec le temps que vous passez sur votre livre? En n'oubliant pas les recherches, le démarchage et compagnie, hein, tout le temps de travail complet que prend un livre. Hein. Pas seulement le temps à la table à dessin, parce qu'autrement, c'est facile comme jeu. Et moi, j'avais tenté de refaire le calcul à l'époque, et je me souviens que je m'étais aperçu que le tarif, en effet, dès le cours Soleil, était un tarif de smicard. De mauvais smicard, mais de smicard. Si on prend les tarifs du roman graphique aujourd'hui, même si une bonne partie ont basculé dans le dessin-écriture qui prend moins de temps, en échange, on fait 4 fois plus de pages. Et on voit des forfaits à 3 000, 5 000 € pour un an, 2 ans, parfois de travail plein. Si on est honnête, on est en train de parler de gens qui sont au quart, du SMIC, au dixième du SMIC. C'est complètement délirant. Et en fait, on ne peut plus parler en planche, en effet. Quelque part, la planche est un souvenir de l'époque du magazine. C'est-à-dire que tu fais tes 5 planches par semaine, etc. Et la bascule au forfait a été une bascule à la descente, alors que ça aurait dû être l'occasion de réfléchir au coût du travail. Vous voyez, là, Denis parle encore de chiffres qu'il connaît, que sa connaissance du milieu lui donne, mais on a à nouveau plus de chiffres fiables et sûrs à 100%. On est revenu comme il y a 10 ans. Oui. Voilà, exactement. C'est là où je voulais en venir. Et il y a 10 ans, on était dans cette situation, on avait des sentiments qu'on partageait à peu près tous. On se demandait quelle était leur réalité. Eh bien, on en est revenu à peu près à la même situation. C'est-à-dire qu'on a tous le sentiment d'une nette dégradation. C'est ce que nous dit notre expérience personnelle et celle de nos proches, de nos amis. Mais on n'en sait rien, en fait. Quelle est la situation des 5000 auteurs qui font de la bande dessinée aujourd'hui ? Voilà, et c'est pour ça donc, qu'on a relancé l'enquête des EGBD 10 ans après, pour voir ce qui s'était passé en 10 ans. Est-ce que ces sentiments de dégradation se justifient pleinement ? Est-ce que c'est encore pire qu'il y a 10 ans, quand déjà, c'était 36% des auteurs étaient sous le seuil de pauvreté, 50% en dessous du SMIC, enfin, et un tas qui était déjà catastrophique à l'époque. Est-ce encore pire maintenant ? Est-ce que ça peut vraiment être pire ? Répondez, nous le saurons. Une chose qui est frappante, c'est que les coûts de fabrication des albums ont longtemps baissé. Et puis, comme les tirages baissaient en même temps, parce qu'il y avait de plus en plus d'albums, la plupart des éditeurs se sont dit sur quel autre poste on peut faire une économie. Et la dernière variable d'ajustement qui existait, puisque
le papier, la fabrication, les services de presse, etc. Il y a une limite, on ne peut pas descendre même dans la préparation d'albums, des tâches qui étaient beaucoup plus lourdes autrefois, qu'on avait de la photogravure à payer pour chaque page, etc. Tout ce prix ont diminué. Mais à un moment, on s'est dit, la dernière chose sur laquelle on peut vraiment baisser, c'est le coût auteur. L'auteur est devenu une dépense. Mais ce qui est tout à fait étrange, c'est donc pourquoi finalement publier un album en payant aussi peu, en donnant pas les bonnes conditions, eh bien c'est qu'est arrivé chez un certain nombre d'éditeurs l'idée qu'on allait lancer une dizaine de petits chevaux, on allait voir si un ou deux se détachaient dans la course, et pour celle-là, on commencerait à proposer des conditions différentes. Et ça, c'est quelque chose de très étrange, parce qu'au fond, ça veut dire que pour pas mal d'éditeurs, il n'y a pas de conviction au départ. Il y a l'idée de réduire le plus possible les coûts, comme si on était aveugle, comme si on ne savait pas très bien dans la masse de la surproduction ce qui allait plaire. Parfois, ils sont déconcertés, voir un sujet qui tout d'un coup prend de la place. Et là, on commence à investir. Mais les autres vont rester en chemin, et parfois de façon tragique, parce que par exemple, si c'est une série qui démarre et qu'on l'arrête au tome 2 ou au tome 3, c'est un désastre pour tout le monde. C'est un désastre, évidemment, pour l'auteur ou l'autrice, mais aussi pour le libraire, aussi pour les lectrices et les lecteurs qui avaient commencé à s'y intéresser. Et donc là, il y a quelque chose qui s'est vraiment délité. Et nous, notre conviction, c'est quand même que l'écosystème de la bande dessinée, si il était meilleur, c'est-à-dire si on acceptait de faire des choix et de les soutenir et de croire à ce qu'on fait, finalement, toutes les parties se porteraient mieux. C'est quand même terriblement décevant, par exemple, pour un lecteur, de voir qu'une série qu'il a appréciée au départ s'est interrompue. Ça lui donne moins envie de prendre un risque sur une autre série chez le même éditeur. Beaucoup de lecteurs nous le disent, maintenant, qui commencent à acheter une série quand on arrive au tome 3 ou 4. Ils n'osent plus acheter le tome 1 parce que justement, ils ont peur de rester comme ça. La série n'y arrivera pas. Donc là, tu as un cercle vicieux. Totalement, et oui. c'est quelque chose d'effrayant. Et je crois que c'est très important de se dire que si les conditions de rémunération s'améliorent, ça veut dire que la conviction est là. Et je pense que publier un album sans y croire, c'est rendre service à personne. Ça peut sembler étrange peut-être de dire ça, mais je crois qu'on a besoin aujourd'hui d'avoir des éditeurs vraiment convaincus et prêts à se battre et à donner la chance à ce qu'ils publient et aux auteurs qu'ils découvrent. Juste rajouter un truc, les prix qu'on entend atteindre aujourd'hui sur les romans graphiques ressemblent à des prix d'achat de droits étrangers. Les éditeurs publient énormément maintenant de livres qui ont été faits aux États-Unis ou ailleurs, en achetant les droits de 3 000, 4 000 euros, 5 000 euros, sauf quand c'est un succès. Évidemment, quand ils achètent Harry Potter, ils payent ça une fortune. Mais en fait, j'ai parfois l'impression que la prise de risque aujourd'hui, pour la plupart des livres, elle est celle d'un achat d'un livre déjà fait, en fait. Alors qu'il soit fait à l'étranger, ou dans leur tête, l'auteur, il va faire son livre. Finalement, on va lui acheter un truc fini, mais c'est pas à nous de prendre le risque de l'accompagner. Alors, quand je dis de l'accompagner financièrement, évidemment, de l'accompagner avec un temps très long éditorial. Très peu de livres maintenant profitent d'un directeur de collection très présent à long terme, de prendre un risque promotionnel, de prendre un risque, etc. C'est amusant parce que je pense que pendant tout un temps, en effet, l'éditeur était celui qui prenait le risque. Ils adoraient le dire, mais ils n'avaient pas entièrement tort. C'est-à-dire que les investissements étaient colossaux sur un jeune auteur, avec de fortes chances de pas rentrer dans ses sous. Heureusement, les best-sellers couvraient la facture et on continuait comme ça. J'allais dire, il y avait des best-sellers parce qu'à l'époque, les éditeurs insistaient aussi. C'est-à-dire qu'on connaît pas mal de séries qui sont des grosses séries, qui sont des classiques maintenant, comme 13 ou Titeuf, qui ont commencé tout petitement. Je crois que Titeuf a démarré au tome 6 ou quelque chose comme ça. Quel éditeur actuellement publierait 6 tomes d'une série en vendant Peanuts et en se disant si j'y crois, j'y tiens, je vais continuer avec cet auteur. Et s'ils étaient obligés de payer les auteurs à un tarif décent, en fait, il faudrait reprendre des risques. Et je pense l'éditeur reprendrait des risques partout. C'est-à-dire, il reprendrait des risques dans sa promotion, dans ses choix, etc. Et ce serait industriellement nettement meilleur. Parce qu'en fait, de l'industrie sans prise de risque, ça s'appelle du low cost. C'est un truc qui affaisse tout vers le bas, en fait. Et ce qui est frappant aussi, c'est que dans le même temps, les contrats n'ont pas vraiment changé. C'est-à-dire que parfois, pour une somme un peu assez misérable, presque dérisoire, tu vas demander tous les droits
pour toute la durée de la propriété littéraire, c'est-à-dire jusque 70 ans après la mort de l'auteur, ce qui est complètement délirant, on ne sait même pas s'il y aura encore des livres de BD dans 20 ans ou dans 30 ans. On demande toutes les éditions étrangères, tous les droits dérivés, etc. À la fois, ça fait partie du contrat, c'est nécessaire, et en même temps, on dit à l'auteur ou l'autrice, ouais, ben finalement, ça n'a pas beaucoup de valeur. Donc tu me cèdes tes droits pour le monde entier, pour une durée illimitée, mais au fond, ce qu'ils sont en train de payer, c'est même pas l'édition française. Les droits du film, les droits des jouets, les machins trucs chouettes, pour 3 000 €. Et si l'auteur refuse ça, l'auteur n'est pas signé, puisque comme disait Benoît, l'éditeur ne s'y intéresse pas assez pour lui faire ce genre de concession, de toute façon. Donc, si on ne Sylvain, signe tu pas voulais ça, on dire n'est quelque plus chose? Ça, publié. c'est vraiment Oui, un paradoxe, c'est vraiment une chose à laquelle on pense peut-être pas tout de suite. Quand on signe le premier contrat, on est heureux que le livre sorte, mais parfois ça engage dans la durée. Moi, je voulais simplement éviter qu'on ne caricature ou qu'on essentialise un peu la figure de l'éditeur. Parce que la bande dessinée, bah, c'est un écosystème et il y a éditeurs et éditeurs. D'abord, au sein des grandes maisons d'édition, la plupart des auteurs, ils ont affaire à des responsables éditoriaux qui ne sont pas, à proprement parler, celui qui va prendre la décision finale dans le comité d'édition. Et on connaît plein d'auteurs qui font des essais, qui vont écrire, je sais pas, parfois 10 planches, avec un responsable éditorial qui a tendance à y croire, mais qui va pas être suivi forcément par le comité éditorial qui va prendre la décision finale. Et à ce niveau-là, bah, il faudrait peut-être aussi parler de la concentration des capitaux et des rachats successifs des maisons d'édition qui passent dans des grands groupes et à qui on demande effectivement de faire des bénéfices, forcément, même si on leur dit bien, vous gardez une certaine indépendance, c'est vrai, probablement. Mais néanmoins, il faut quand même qu'ils rendent des comptes. Et puis d'un autre côté, bah, vous le savez, il y a le marché dit alternatif, où on a des auteurs qui sont complètement dans des situations différentes, parce que d'abord, ça veut dire qu'ils n'atteignent pas toujours le grand public. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas un public. Ça veut dire aussi qu'ils sont avec des éditeurs qui n'ont pas les mêmes moyens pour les rétribuer, surtout pas les mêmes moyens pour leur permettre de passer dans l'autre partie du marché parce que ces éditeurs-là n'ont pas les moyens, en fait, de faire la promotion réelle de leurs albums. Alors ça arrive quelque part, mais moi j'ai même rencontré des éditeurs qui disent clairement: «Ah oui, non, mais c'est normal qu'un auteur, quand il a du succès, il parte de chez moi et puis là, chez un gros éditeur parce que moi je pourrais jamais faire ce travail-là». Mais d'une certaine manière, il y a aussi une lutte de classement entre les éditeurs et qui est parfois, comment dire? Assez peu acceptée par les éditeurs eux-mêmes. C'est-à-dire, ils veulent pas voir ce phénomène-là. Je me souviens lors des universités d'été qu'on avait co-organisées Mmh. à Angoulême, après les États généraux, où on avait vu une sorte d'engueulade entre un auteur et un éditeur, qui en fait, il y avait une sorte de prise de conscience qu'ils étaient tous les deux dans une situation économique désastreuse en fait. Et l'auteur avait reproché, mais pas méchamment, mais avait dit à l'éditeur, en fait, on aurait dû se rendre compte qu'il y avait un truc qui allait pas quand même, merde. T'es hyper pauvre, je suis hyper pauvre. Finalement, on a fait ça pour faire le bouquin qu'on adore, mais on aurait dû s'y prendre autrement. On a joué à un jeu dans lequel on est tous perdants, etc. J'avais trouvé ça à l'époque très violent, mais au sens... Très poignant, oui. Voilà, il y a tout un monde de l'édition qui est en souffrance économique, peut-être pas tout à fait autant que les auteurs, mais vraiment, ils sont... Non. Ils ramassent 10 ou 20% de plus. Enfin, c'est vraiment pas des gens qui roulent sur l'or. Donc c'est vrai qu'on, quand on dit éditeur, on met dans le même panier des gens qui n'ont rien à voir. C'est comme si on mettait dans le même panier aussi les auteurs d'Astérix et le petit auteur de roman graphique à Nantes, voilà, qui est... Et puis, c'est vrai qu'on manque d'un mot en français, parce que pour les anglo-saxons, tu as éditeur, qui est la personne avec qui tu travailles, et publisher, qui correspond plus à la maison. Parfois, il y a un grand écart, et effectivement, l'auteur se sent très à l'aise avec son responsable éditorial, le dialogue est très bon, et même quand on commence à parler de rémunération, etc., puis tout d'un coup, tu vois arriver un contrat qui est assez éloigné de ce qui a été discuté. Et d'un autre côté, Sylvain a raison, tu as les éditeurs aujourd'hui qui sont du SEA, du syndicat des éditeurs alternatifs, dont la plupart sont des vrais passionnés de BD, qui proposent des contrats plus équilibrés, plus équitables, mais qui, dans la situation actuelle de surproduction, sont totalement fragilisés. Et qui, quelquefois, d'ailleurs, se retrouvent du même côté que les auteurs dans les combats qu'on a menés. Donc là, c'est
c'est aussi quelque chose qu'on doit tous comprendre et admettre, c'est que le mot éditeur recouvre des réalités totalement différentes et que j'ai pas du tout le sentiment, je crois pas vous non plus, que l'auto-édition soit la panacée et que publier son bouquin soi-même soit forcément quelque chose de positif. Il y a quelques initiatives intéressantes, hein, ce que fait Lisa Mandel avec Exemplaire, etc. Mais ça pose d'autres types de problèmes et c'est loin de tout résoudre. Parce que si on te donne beaucoup plus de droits, mais que ton livre se vend énormément moins, finalement, tu t'y retrouves pas. Oui, puis bon, quand tu es auteur, si tu t'auto-édites, tu es obligé de faire tout le boulot éditorial, marketing, je veux dire commercial, Oui, même la logistique c'est super toi-même. important. Donc, ça devient Je vous ai mis, insoutenable. Et je vous ai mis le tableau de l'étude de 2015. Où on voit que les auteurs étaient très bienveillants avec leurs éditeurs. Alors on s'était interrogé à l'époque sur le fait que quand on disait éditeur, est-ce qu'on parlait de la personne avec qui on travaillait ou est-ce qu'on parlait de la maison d'édition? Dans la nouvelle étude, on a bien séparé la question. Mais on voit en fait qu'il y avait, malgré des conditions qui étaient déjà dures, il restait quelque chose d'assez fort dans le rapport avec l'éditeur. Pour rappeler voilà, on peut être tous très critiques et en même temps, il y a souvent des histoires assez passionnantes avec les éditeurs qui se passent. Voilà. Alors moi, je veux bien parler un peu de ça parce que c'est un truc qui m'intéresse beaucoup. Moi, les auteurs, évidemment, alors les entretiens que j'ai menés, c'est des entretiens qui peuvent durer, on va dire, le plus court faisait 1h30, le plus long fait 6 heures. Et la moyenne, c'est 3 heures, effectivement. Donc, ce sont des entretiens longs, des récits de vie. Et en fait, on voit très bien que dans un certain nombre de cas, certains auteurs ont besoin d'une relation assez fusionnelle avec leurs éditeurs. Et en fait, ils ont besoin d'une reconnaissance. Alors, c'est probablement lié à la totalité du parcours de l'auteur, qui est lié à la gratification. On le sent bien, hein, depuis la petite enfance, les premiers dessins, où finalement on est reconnu par les camarades de classe, parfois par les enseignants, par ses parents. Et puis ensuite, on commence à arriver un peu plus haut, à se poser la question: «Et si j'en faisais un métier?» Et puis là, on tombe, c'est plus dur parce qu'on tombe avec plein de gens qui font de la bande dessinée ou du dessin et donc automatiquement, on se sent pas bien et on est toujours en recherche effectivement de cette gratification dans les écoles alors je vais pas dire de bande dessinée, dans les écoles artistiques, on voit très bien aussi que ça participe en fait à la formation de l'ego de l'auteur, hein, dans le bon sens du terme. Il faut que l'auteur, il croit vraiment qu'il a des choses à dire, qu'il a des choses à faire passer qui sont très importantes. Et du coup, quand il va rencontrer son éditeur, et il y a des éditeurs qui jouent ce jeu-là, qui jouent le jeu du copinage, exprès pour pouvoir proposer des contrats, on va dire, pas aussi bons qu'ils auraient pu l'être, hein. Et donc, de ce fait, évidemment, il y a un problème aussi avec l'affect. C'est-à-dire que quelque part, les auteurs sont sans cesse en demande de reconnaissance et on peut le comprendre, hein, c'est pas du tout un reproche. Mais par contre, effectivement, c'est une faiblesse. Parce que logiquement, demander, d'avoir des relations quand même, suivies, de se sentir apprécié par un éditeur et cetera, ça remplace pas un solide contrat. Voilà. Ouais. Ouais, à l'époque, moi je me souviens quand même, j'étais un peu agacé par de voir des auteurs avoir un rapport même plus que confraternel avec leur éditeur, mais un rapport enfant-parent. Et Oui. j'avais dit, ceux qui se posent dans cette relation-là se préparent à n'avoir que de l'argent de poche. Mmh. Les parents, ils donnent de l'argent de poche. Ils donnent pas ils donnent pas les moyens de vivre. Enfin, les parents quand on est petit. Et c'est à la fois, moi, je me suis battu pour rompre ce lien-là avec mon premier éditeur, éviter de le reconstituer avec mon second, etc. Et à la fois, aujourd'hui, je trouve qu'il y a un sentiment de solitude de l'auteur dans l'édition. On n'a pas remplacé ça. Ce rapport-là, chez pas mal de gens, il s'est délité. Il n'a pas été remplacé par autre chose. Une solidarité entre auteurs via les réseaux sociaux, etc. Peut-être un peu. Mais donc, en fait, on est dans des problèmes, on va toucher les problèmes de solitude. C'est-à-dire que si l'auteur se tournait beaucoup vers l'éditeur, c'est qu'il est tout seul dans sa pièce en train de faire ses petits dessins, souvent, ou son petit scénario, quoi. Donc, il y avait ce besoin d'avoir un rapport humain, même, avant même d'aller à un rapport professionnel, un rapport humain avec quelqu'un, quoi. Et je trouve qu'aujourd'hui, avec la surproduction, alors il y a beaucoup plus de directeurs de collection que quand j'ai commencé. Mais moi, je me souviens qu'un directeur de collection installé, il s'occupait de 10 livres par an.
Et c'était C'est un ça. grand maximum. Il y en avait beaucoup qui avaient 4, 5. Ceux qui avaient des grosses séries, avaient des gros auteurs, ils pouvaient être à 4, 5 suivis par an, quoi. Il y avait une disponibilité. Bon, on les C'est le voyait. cas au Japon. Oui. C'est le cas On au les- Japon avec les Tantosha, Voilà. qui s'occupent parfois Absolument. même d'un seul auteur vedette et qui interfère vraiment dans sa vie, mais aussi pour l'aider et le soutien. C'est déjà un petit peu différent quand tu as un rapport scénariste-dessinateur, parce que c'est parfois une manière de discuter d'un certain nombre de choses et d'arriver plus fort devant l'éditeur. Et c'est aussi quelque chose qui change quand les auteurs travaillent en atelier avec des collègues, parfois des collègues plus expérimentés, et peuvent échanger et ont moins ce sentiment de tout attendre de la bienveillance ou de l'indifférence de l'éditeur. Ça, je crois que c'est vraiment important. Et ces phénomènes-là permettent d'arriver un petit peu plus fort et parfois aussi de savoir qu'il y a des erreurs à pas faire. Par exemple, il y a des gens qui viennent présenter un dossier mal fichu, pas mûr, ou qui présentent 3 projets à la fois. C'est évidemment quelque chose qui les met dans une position de très grande faiblesse, parce qu'ils donnent le sentiment de ne pas être au point et donc d'accepter n'importe quelle proposition. Et là, Benoît, tu débordes sur une future émission dont on a parlé. Donc, je pense qu'on se retrouvera probablement tous les 4, ou peut-être avec d'autres personnes, qui est l'idée, ce qu'on aurait dû nous dire à l'école. Parce qu'en fait, en discutant beaucoup là pendant l'enquête, on s'est rendu compte du nombre de non-dits qu'il y avait eu pendant nos études et du non-dit qu'il y a toujours aujourd'hui sur la bande dessinée. Donc je pense qu'on va. C'est toujours des non-dits, en fait. Ce sont des choses dont on se rend compte à la dure, en fait. On les prend en pleine figure souvent, hein, les réalités de la bande dessinée. Alors que finalement, si on nous avait prévenu, on aurait quand même pu éviter pas mal d'erreurs. Donc je pense qu'on fera cette émission sur le non-dit séparément. C'est vraiment très bien. Je pense que en effet, alors c'est un début on se dit toujours que l'enquête des LGBD, quels que soient les résultats, les gens sauront beaucoup mieux où ils sont après qu'avant. Par exemple, sur la première enquête, découvrir que c'était le système qui déconnait a permis à plein de gens, nous on a vu plein de gens qui sont venus nous voir en disant « Ah mais je pensais que c'était moi qui étais en situation d'échec ». Et je réalise en fait que ce système, malheureusement aujourd'hui, fait échouer énormément de gens. Donc voilà, c'est pas parce que je suis nul, c'est pas parce que je suis un artiste de merde, c'est pas parce que je suis incompétent ou que je travaille pas assez. C'est aussi, alors peut-être, mais c'est aussi parce qu'il y a tout un système dans lequel il est très dur de faire valoir son travail aujourd'hui, quoi. On a abordé toutes ces questions il y a 10 ans, et il y a 10 ans, on parlait assez peu d'isolement, de bien-être au travail et toutes ces questions-là. Et ça, on les a abordées dans la deuxième enquête, justement. Vous verrez quand vous la remplirez, parce que vous allez tous la remplir, qu'il y a des questions, évidemment, donc je vous disais sur l'isolement, sur le bien-être au travail, sur le harcèlement aussi, puisque c'est aussi une question dont on parlait pas assez il y a 10 ans, sur laquelle on n'avait pas posé de questions. Là, vous pourrez répondre, si vous avez été maltraité par votre éditeur, vous avez subi du harcèlement moral, voire des violences sexistes ou sexuelles, c'est le moment d'en parler. Et de voir un peu à quel point ces phénomènes sont répandus dans la BD, puisqu'on s'est rendu compte depuis 10 ans, malheureusement, surtout depuis MeToo, que notre milieu connaissait les problèmes que connaissent aussi le cinéma et bien d'autres milieux, malheureusement. C'est vrai que c'est un questionnaire assez large. Ça, on le remplit pas en 5 minutes, mais je crois que les questions sont les questions qu'il est bon que chaque auteur se pose. C'est-à-dire que même s'il y a un truc qu'on se dit tiens, j'y ai pas réfléchi, je crois que ça peut être une étape importante. Il faut une bonne vingtaine de minutes pour le remplir, mais je crois vraiment que ça vaut la peine de le faire sérieusement. Il y a presque pas de questions qui supposent d'aller fouiller dans ces dossiers. Il y en a une ou deux sur les revenus, mais tout le reste, c'est vraiment le ressenti, la perception qu'on a. Et je pense que c'est, voilà. Et puis ça sera intéressant aussi, éventuellement, d'être plusieurs à le remplir et à en discuter. Alors, on a une question là. Seuls les auteurs ayant publié la BD, non. C'est ouvert aux étudiants, aux auteurs en devenir. Nous, on aura le moyen de distinguer après dans les réponses pour évidemment pas mélanger les revenus des débutants avec ceux qui pensent être professionnels installés. Mais voilà, vous pouvez répondez les étudiants, les gens qui font un petit peu de bande dessinée en amateur, répondez. Vous posez pas la question. C'est super intéressant pour nous parce que on voit aussi se dessiner la génération qui arrive par ce biais-là, et pas seulement ceux qui ont la chance d'avoir un contrat aujourd'hui, quoi. Surtout qu'on a l'impression que le milieu rajeunit de plus en plus. Qu'est-ce qui se passe s'il y a quelques questions auxquelles on ne peut pas répondre? Par exemple, qu'on est vraiment débutant et qu'on peut passer la question? Oh oui, ça n'enlève rien. Bien sûr. En fait, ça va amener à faire une non-réponse
Mais après, il suffira de faire un tri, en fait, pour comprendre pourquoi les gens n'ont pas répondu. Il y en a déjà, hein, donc je l'ai pas dit, mais puisqu'il y a déjà des réponses, je crois qu'on a un peu plus de 80 réponses déjà qui sont sur la structure. Et en fait, bah, il y a déjà quelques non-réponses, bien sûr. Et il y en a une qui m'a amusé, où il y a des taux importants de non-réponse. Alors évidemment, sur 80 réponses, ça fait pas grand-chose, mais où on voit qu'il y a un taux important de non-réponse, c'est quand on demande la date de la première publication en amateur. Et j'imagine que si je croise ça avec l'âge des personnes qui ont répondu, bah, si c'est ancien, évidemment, ils se souviennent pas tout simplement et donc ils répondent pas. C'est pas grave, on retrouvera la trace après. Tu rigoles, mais Ça et on peut retrier. à l'atelier virtuel, puisqu'on est sur le Twitch Mmh. de l'atelier virtuel, j'ai entendu les conversations pendant qu'ils remplissaient. De temps en temps, ils disaient hey, Denis, il faut répondre quoi? Je leur disais non, non, mais moi, je ne fausse pas l'enquête. Et je les entendais essayer de trouver des solutions à certaines questions. Et j'en ai entendu un, Thibaut, pour ne pas le dénoncer, en train de fouiller sur le site de la BNF pour savoir quand est-ce qu'il avait publié quand était sorti un fanzine dans lequel il avait publié son premier truc, etc. Et je me suis dit, ouais, c'est chouette. Si tous les auteurs Ouais, et je pense qu'il y avait un certain plaisir pour lui à retracer sa bien carrière, sûr. justement, en Oui, parce remplissant le questionnaire. on Ouais, parle ouais. souvent des jeunes auteurs, et évidemment, tous les étudiants sont les bienvenus et sont invités à répondre, mais il faut que les vieux répondent aussi. Les vieux comme nous quatre, mais les plus anciens aussi. Parce que dans la précédente enquête, on avait constaté que, ma foi, il y avait peu de retraités qui avaient répondu, peu d'auteurs vraiment âgés. Alors, je suppose Internet. qu'ils étaient moins sur Internet que nous à l'époque, mais maintenant, j'espère qu'on va pouvoir avoir plus de réponses de gens de 50, 60 ans, 70 ans. Surtout, ne vous retenez pas si vous êtes retraité, si vous avez arrêté la bande dessinée. Bon, retracer votre carrière Ouais. pour nous, quoi. C'est aussi intéressant. Et puis retraité, ça peut vouloir dire beaucoup de choses, parce que ça Oui, peut voilà, vouloir dire exactement. avoir l'âge de la retraite, mais éventuellement continuer à être tout à fait actif et passionné. C'est quand même un métier qu'on n'arrête pas pile à une certaine date, en tout cas si on a la santé et l'envie. Donc, et puis Beaucoup bon, d'auteurs c'est n'ont pas le aussi choix que aussi, la retraite, malheureusement. pour les auteurs, c'est souvent pas grand-chose, et donc de toute façon, on a besoin de continuer à bosser. Ouais. Bah, oui. Voilà, donc que vous ayez de 7 à 77 ans, vous pouvez nous répondre. Si vous Et avez même publié. au-delà de Et au-delà de 77, 17 ans. on va pas empêcher Jean Van Damme de nous répondre. C'est vrai, Ouais. Voilà. c'est vrai. Mais alors, par contre, pour ceux qui sont, à 7 ans juste, ça va être peut-être un peu petit quand même. Il y a 10 ans, je me souviens qu'on avait fait le formulaire papier en se disant que les gens qui n'avaient pas Internet allaient remplir. On en avait eu Ouais. 7 ou 8. Ouais, ouais. Voilà. On avait senti qu'il Je fallait crois qu'on va aussi que les... s'abstenir. Alors, eux, on a laissé tomber, là, voilà. Si par hasard, vous êtes nul avec Internet, je sais pas ce que vous feriez sur Twitch, mais enfin bon, demandez à quelqu'un de venir avec vous pour le remplir sur son ordinateur ou son téléphone. Le questionnaire marche sur téléphone, hein, on l'a bien testé pour ça aussi. Donc voilà, trouvez quelqu'un pour vous aider à la remplir et répondez-nous quand même, quoi. Et on nous demande aussi si les indés et auto-édités sont concernés par le questionnaire. Alors oui, bien sûr, toutes les pratiques sont Bien sûr. concernées. Quelle que soit la manière dont vous publiez ou dont vous faites de la BD en amateur, tout le monde est le bienvenu. Si vous faites du webtoon, si vous faites même en amateur, hein, je veux dire, enfin, nous d'abord, encore une fois, les critères dedans nous permettent facilement de différencier les populations pour faire voilà, pour Et vous si ne vous êtes risquez pas de polluer coloriste, l'enquête. si vous êtes lettreur, letteuse, ça compte aussi. Sûr. Voilà, parce qu'il y a des gens qui peut-être se considèrent moins comme auteurs. La question des coloristes, elle est assez complexe, mais si ça vous êtes nous intéresse encreur, simplement évidemment encreuse. aussi d'avoir. Mais ouais, c'est vraiment important d'avoir, parce qu'on voit bien, on parlait tout à l'heure de la question de la rémunération. On a vu beaucoup de jeunes se diriger vers le webtoon ces dernières années. Alors c'est vrai que c'est un petit peu mieux rétribué que la bande dessinée, un petit peu mieux, mais par contre, le rythme, oui, c'est eux qui le disent, hein, moi. Alors, je Voilà. peux te dire que on a vu passer les contrats à la Ligue des auteurs professionnels. J'ai jamais vu un tel désastre sur le droit d'auteur. Ah, Que ce ça a soit peut-être en baissé, termes de mais volume il y financier ou a, en termes de... il y a, il y a d'autres- il y a 2-3 ans, en fait, on avait travaillé un peu avec des webtooners et qui montraient bien qu'effectivement, sur les contrats, ça permettait en tout cas de vivre. Voilà. Mais après, je vais pas te dire que c'est un succès parce que dans le même temps, on voit bien, et il y a une enquête qui avait été lancée d'ailleurs avec la Maison des auteurs aussi, par des webtooneuses qui se sont beaucoup inquiétées de la question du burning out et de la santé mentale, parce que le problème, c'est que peut-être c'est un tout petit peu mieux rétribué ou moins, parce que ça a peut-être baissé, si tu veux, j'ai pas la science infuse non plus. Ça dépend Mais des en maisons, tout encore cas, une fois. Voilà.
Probablement, mais si tu veux, le truc, c'est que c'est clair que le rythme de production est absolument infernal. Parce qu'eux, ils peuvent pas interrompre un chapitre, hein, donc ça il faut rendre une fois par semaine, globalement, hein, c'est le rythme Et, classique do- et donc là, et il y a donc des on a des gens qui conséquences aussi sont, sur la santé. on a des gens qui ont du mal à atteindre un SMIC, en bossant comme des fous, C'est et qu'on retrouve cramés 1 an ou 2 après de l'autre côté, c'est ça. incapables de continuer, dégoûtés parfois du dessin, etc. Et quand ça se passe bien. Parce que Mmh. moi, ce qu'on voit passer, c'est des contrats iniques, des droits qui ne sont pas versés, des Bien sûr. pourcentages grotesques. Hein, on parle de 1% de droits d'auteur. Enfin, Ouais. donc, non, on est. Donc, ben ça, c'est une émission dans mon agro que j'ai en tête aussi à consacrer à cette histoire de webtoon pour crever des abcès. Parce que c'est génial le webtoon dans l'absolu. Hein. Moi, en tant que fan de BD, j'adore ce principe, quoi. Mais Mmh. voilà, il y a énormément de gens qui aujourd'hui ont envie d'en faire et c'est juste important qu'ils se rendent compte vers quel monde ils se dirigent. C'est ça. Encore une fois, nous, on n'est pas là pour dégoûter les gens de faire, on est là pour qu'ils ne se jettent pas dans des pièges. Exactement. Quand on parle un peu crûment de la situation, c'est juste que les gens soient au courant. Après, on fait ses choix. Chacun prend ses risques, etc. Mais en connaissance de cause, pas en croyant arriver dans un monde merveilleux dans lequel ça va bien se passer. Voilà. Enfin voilà, on peut pas dire aux gens qu'ils vont avoir un salaire quand ils jouent à la loterie, quoi. Mmh. En tout cas, quelles que sont vos conditions, si vous faites du webtoon, répondez à l'enquête et dites-nous justement Ouais. comment comment vous travaillez, quels sont vos pourcentages, comment vous êtes rémunéré. Moi, j'ai commencé dans le fanzine. Ouais. Hein. Ça fait 20 ans que vous faites du fanzine. Répondez-nous. Je veux dire, c'est passionnant à savoir. Ça révèle des tas de choses sur ce qui est devenu la bande dessinée aujourd'hui. On n'est pas là pour interroger les professionnels de la profession, même si évidemment il y a des enjeux importants économiquement autour de la question des professionnels de la profession. Mais on veut avoir un tableau beaucoup plus large, surtout que tous les gens qui sont à côté des professionnels de la profession, il y en a toute une partie qui vont nous dire qu'ils voudraient être professionnels. Pourquoi ils ne le sont pas? Est-ce qu'il faut qu'on essaie de comprendre comment ils arrivent à être semi-professionnels, etc. Tout ça, c'est de l'étude. Voilà, nous, on veut avoir le tableau le plus riche possible. On doit avoir toutes les nuances de toutes les étoiles dans la constellation, quoi. Et celles et ceux qui s'en tirent bien, ils doivent répondre aussi. Parce qu'il y a quand même des gens qui, aujourd'hui, sont plutôt heureux dans ce métier, et certains qui en vivent bien, mais leur témoignage est aussi très, très important. Parce qu'on a ce contraste énorme qu'on voit souvent dans la presse. À la fin de l'année, on dit, bon, c'est un peu moins le cas pour 2024 et peut-être pour 2025, mais on dit, oui, la BD tire l'édition, la BD, plein de succès, etc. Et beaucoup de gens se disent, mais comment c'est possible? Moi, j'en vis tellement, tellement difficilement, tellement mal, alors qu'on cite des chiffres extraordinaires. Et donc, il faut bien comprendre que le grand écart s'est creusé entre quelques séries vedettes, souvent des reprises de héros d'ailleurs, hein, bon, à commencer Ouais. par Astérix, bien sûr, Blake et Mortimer et d'autres, souvent des reprises qui donnent le sentiment qu'il y a quelque chose qui est assez florissant, c'est des licences, et puis la réalité du travail, y compris pour des albums extrêmement créatifs et remarqués, parfois qui ont des prix, et qui, sur le plan économique, ne s'en sortent pas. Quand on voit qu'une maison comme ça est là, maison d'édition indépendante qui a eu 2 fois le prix du meilleur album à Angoulême, est en train de tirer la langue et d'appeler au secours pour vivre, on voit bien qu'il peut y avoir une grande disparité entre les livres dont on parle, les créations les plus éblouissantes, et puis la réalité économique qu'il y a derrière. Et là, parfois, éditeurs et auteurs sont exactement dans le même bateau et avec la même déception. Il y a une confusion souvent entre la notoriété et la réussite économique. Beaucoup de gens pensent qu'un livre dont on parle beaucoup, son auteur va en vivre correctement. Les ventes ne vont pas obligatoirement avec la notoriété. Donc en fait, moi je me souviens d'auteurs, Grand Prix d'Angoulême, faisant des livres difficiles. Mmh. Tu as figé, Denis. Il est figé? Toujours figé? Ouais. Ça se défige. Faisant des livres difficiles, ces auteurs-là, et se disant, au bout de 10 ans, 15 ans, mais en fait, j'en vis pas, je vends rien, j'ai pourtant fait ce qu'on m'avait demandé, au sens où la critique, les gens qui donnent des prix considéraient comme l'aboutissement, et ce que lui-même devait penser être une qualité qu'il devait à un public, et en fait se retrouvant dans une grande solitude économique, et les gens le croisant ne pouvaient pas imaginer
qu'il était en train de nous demander un plan pour réussir à se racheter un Mac à moins de 600 euros parce que c'était la somme maximum qu'il pouvait mettre sur les 5 prochaines années dans un ordinateur, quoi. Donc, faut vraiment être méfiant. C'est pas parce que vous entendez quelque chose sur France Inter 20 fois que l'auteur va s'en sortir. Et c'est pas parce que vous n'entendez jamais parler d'un livre que l'auteur ne va pas en vivre très bien. Parce qu'à côté, il y a aussi des succès souterrains dont on ne parle jamais et qui sont basés sur des communautés très solides qui croient en ce livre. Et bon, les gens qui sont sur Internet connaissent mieux ce phénomène des communautés invisibles, hein. Mais voilà, donc en fait, il y a aussi cette illusion à la notoriété qui est la reconnaissance de la bande dessinée comme art, qui est une grande victoire, a apporté une sorte d'illusion là-dessus où on pourrait confondre avoir de la reconnaissance et pouvoir en vivre. D'ailleurs, on nous pose une question un peu étonnante, dit l'auteur. L'essor impressionnant des graphismes stylisés jetés, parfois excellents ou pas, a-t-il aussi un lien avec l'obligation de créer et de produire vite, entre guillemets ? Alors, ce qu'on appelle le dessin-écriture entre nous, souvent, bah oui. Ouais, Pas forcément. toujours, mais souvent. Quand on est payé, quand on a un mauvais contrat, on est dans un système d'édition où on sait qu'on n'aura pas tellement plus qu'une somme. Il faut trouver un moyen de faire le livre dans le temps imparti. En fait, la plupart des auteurs vont trouver un équilibre pour s'en sortir tout juste. C'est-à-dire qu'ils vont accepter les revenus qui leur permettent de rester dans leurs quatre murs un peu pourris et de manger de temps en temps du beurre dans leurs pâtes, quoi. Et ils vont faire le maximum, honnêtement, de ce qu'ils peuvent faire dans le cadre de ce mauvais revenu. Et donc souvent faire des choix, en effet, qui sont des choix, des contraintes, alors qui parfois sont créatives, hein. La contrainte en art, on en connaît les vertus, mais voilà, qui sont... Donc le développement du dessin-écriture ces 30 dernières années est partiellement lié clairement à la baisse des conditions économiques. De la même manière que le noir et blanc, qui était très à la mode dans les années 90, l'association ne publiait pas en noir et blanc parce qu'ils trouvaient ça plus beau. Ils trouvaient ça beau, hein. Publier en noir et blanc, parce qu'à l'époque, se payer un livre couleur, c'était l'imprimerie, c'était une horreur absolue, quoi. Moi, j'étais aussi petit éditeur à l'époque, où personne n'avait les moyens de se payer un livre en couleur. Sur les fanzines les plus installés, on se payait une couverture couleur. C'est déjà fou. Et donc, il y a eu une école du noir et blanc dans les années 90 formidable, des livres merveilleux en noir et blanc, mais que c'était une raison économique qui avait été l'initiateur de ce choix-là. Là où peut-être, quand Casterman faisait ça dans les années 70 et 80, là, c'était un vrai choix esthétique parce que la maison avait décidé de revenir à une sorte de bande dessinée noble d'antan qui est en noir et blanc, quoi. Donc, voilà, on peut se poser la question, en tout cas, voilà, des changements stylistiques apportés par la crise économique. Alors, il y a autre chose aussi. Benoît, tout à l'heure, parlait des reprises. Moi, il y a quelque chose qui me marque beaucoup ces derniers temps dans la bande dessinée, c'est qu'il y a certains auteurs, je veux dire comme ça, auparavant, ce qui faisait qu'un auteur arrivait au succès, notamment un dessinateur, c'était son style. On pouvait reconnaître, enfin, je veux dire, le coup de crayon d'un Pratt, d'un Comès, c'était visible à l'œil nu. On voyait même, par exemple, que tel dessinateur avait étudié ou avait été dans tel studio avec telle personne. À l'heure actuelle, d'abord parce qu'ils sont plus souvent passés en école, les jeunes dessinateurs ont envie parfois de changer de style, de faire évoluer leur style, ce qui ne permet plus d'avoir une espèce de cachet, de style immuable. Et ensuite de ça, on leur demande d'en changer. Parce que, par exemple, quand vous regardez ce que dessine habituellement la personne qui vient de reprendre telle ou telle grande série, bah voilà, enfin, moi je suis désolé, hein, je fais partie probablement de ceux qui continuent à penser que Julliard devrait arrêter de dessiner Black et Mortimer, parce que quand même... On dit pas mal des collègues dans cette émission. On est Non, tous des amis. Non, mais c'est pas dire du mal. Moi, je comprends très bien pourquoi il le fait. Il n'y a pas de Pourquoi problème. il l'a fait, puisqu'il est plus Pourquoi là. il l'a fait, oui, excuse-moi, tu as raison. Oui, c'est vrai. Mais c'est certain, en tout cas, que mais pour ce que je veux certains- dire, c'est que l'obligation dans laquelle il était, lui aussi, probablement de vivre, parce que je pense qu'on vit très bien quand on fait une reprise de Blake et Mortimer, eh bien, malgré tout, ça ne lui permettait peut-être pas de développer l'ensemble des capacités graphiques qu'il avait pu développer de par ailleurs dans certaines autres bandes dessinées, mais néanmoins, le facteur économique il était là. Et forcément, ça agit. Et ce que je veux dire, c'est que en perdant ce cachet, ce style particulier à chaque auteur, eh bien, automatiquement, on fait baisser les chances d'être davantage reconnu sur le marché. C'est ça.
Il n'y a pas besoin de prendre, je prends juste Benoît 2 secondes, il n'y a pas besoin de prendre l'exemple des auteurs, des gros auteurs qui reprennent des grosses séries. C'est quelque chose Bien qu'on sûr. voit très fréquemment Oui. dans la BD du réel en particulier, où on demande aux gens d'adopter un style adapté à la collection, au machin, au truc, etc. Tout à fait. Et on se retrouve avec des auteurs très mal payés, sous commande très forte en même temps, puisqu'on exige d'eux un type de rendu. Perdant une partie de leur âme à cet exercice-là, même si c'est en tant que dessinateur ou en tant que scénariste, j'adore me plier à des moments à des exercices de style, hein, mais quand on ne fait plus que ça, on se demande ce qu'on exerce en fait, et puis surtout rendant les choses interchangeables. Et ça, l'interchangeabilité, C'est ça. aujourd'hui, c'est une des plus grandes maladies de la bande dessinée. Toutes ces bandes dessinées qui se ressemblent, qui sont bien faites, hein, mais qui se ressemblent, ça c'est vraiment terrible. Il faut se dire aussi que pratiquement toutes et tous, on entre dans ces métiers créatifs avec l'envie de faire quelque chose de personnel, de fort, d'émouvant, de passionnant, de super drôle, etc. Chacun à sa façon, chacun avec son style. Et parfois, il y a une sorte de contradiction qui s'établit et qui peut conduire à des carrières assez tristes où petit à petit, à cause des conditions économiques, on est amené à diminuer son exigence, à faire un livre qu'on se trouve soi-même pas bon, qu'on n'a pas vraiment envie de défendre. Et là, je pense que c'est une pente très, très, très dangereuse parce que l'auteur se discrédite. Et évidemment, le jour où il arrivera avec un beau projet, on ne croira plus en lui. Et en plus, éventuellement, les libraires ont la référence du titre précédent, etc. Donc, je crois qu'on doit faire attention à un moment. Il y a des livres, même dans des conditions difficiles, il y a des livres qu'il faut refuser de faire. Il y a des fins d'albums bâclés, etc., qu'on peut porter pendant des années après. Et ça, c'est très difficile parce que parfois, on démarre avec une ambition trop haute. Mais dans d'autres cas, on descend vers un produit trop faible. Je crois que quelques concessions sont possibles, accélérer un peu le rythme, simplifier certaines choses, oui, mais pas au prix d'un album qu'on considérerait soi-même comme pas à la hauteur de ce qu'on a rêvé, quoi. Voilà, il y a quand même là quelque chose, cette contradiction économique, elle peut devenir aussi une contradiction dans la vie et amener une certaine déprime. Parce que tu te dis tout ça pour ça, quoi. Quand j'étais à l'école et quand on vantait mon boulot, c'était pas vers ça que je voulais aller. Et parfois, il vaut mieux franchement faire une commande extérieure à la BD que faire un album de trop. J'ai des exemples d'amis proches qui, pendant 1 an, 2 ans, ont accepté de se dévoyer, on va dire, bon, un petit peu, hein. Pas gravement, évidemment, ils n'ont pas été faire des BD Navi ou ce genre de choses, hein, mais et qui ont fait ça pendant 10 ans, en fait, une fois qu'ils avaient démarré là-dessus. Et puis, au bout de 10 ans, 15 ans, c'est la dépression. Parce qu'en fait, ce métier est trop dur pour ne pas s'épanouir dedans, quoi. Si c'est pour faire des métiers où on ne s'épanouit pas, il faut trouver des métiers qui rapportent plus, quoi. Enfin, je veux dire, il y a un moment... et ça, c'est vraiment là-dedans de la dimension personnelle. C'est partie des choses qu'on ne nous dit pas au départ, mais on va devoir, si on a de la chance, vivre 40 ans, 50 ans avec nos pratiques. Il faut sacrément en être content le matin, hein. Enfin, le soir quand on a fini, et le matin quand on va se mettre au travail. Parce qu'autrement, ça devient un enfer, quoi. C'est vrai que nous, on a vu des collègues qui étaient partis comme ça, qui avaient des difficultés économiques, qui sont partis sur des projets alimentaires, on va dire, dans lesquels ils ne croyaient pas vraiment, mais qui prenaient pour ça, et qui ont connu le succès avec ces projets alimentaires, donc qui ont dû rester dessus pour conserver le peu de beurre qu'ils pouvaient mettre dans leurs épinards, et qui sont d'autant plus déprimés que finalement, ils ont rencontré le succès avec le projet auquel ils ne croyaient pas, et que leur grand projet personnel, dans lequel ils ont mis tout leur cœur, finalement, c'est beaucoup moins vendu, et l'éditeur, parfois, n'a pas voulu le continuer. Leur série, j'allais dire alimentaire, mais parfois même certains parlent même de séries de merde à propos de ce qu'ils font, hein. Ça peut aller très très loin. Là, au contraire, rencontre le succès, et c'est de ça dont ils vivent, et ça qu'ils doivent continuer, en fait. Là, c'est évidemment, certains sombrent dans la dépression, alors que ça leur coupe les mains, quoi. Complètement. Ouais. On voit ça dans la bande dessinée dite du réel. Quelquefois, on va mettre quelqu'un sur un sujet qui en fait ne le concerne pas du tout. Si tu fais un reportage dans lequel tu t'impliques parce que c'est vraiment un sujet qui te tient à cœur, c'est formidable. Mais si tu dois illustrer un bouquin de vulgarisation sur un sujet qui te laisse tout à fait indifférent, où tu n'as pas la documentation, tu n'as pas la connaissance, ça fera un album de trop. Et quelquefois, l'éditeur se dit oui, mais on en vendra un peu parce que dans ces thématiques-là, aujourd'hui, c'est à la mode. Je crois que ça peut être
Ça peut être un piège. Mais c'est vrai qu'on Benoît, a il y a une toujours question pour une toi. sorte de négociation entre les projets qu'on porte soi-même, dont on a vraiment envie, et puis les projets qu'on te propose. Parfois, ce qu'on te propose, moi j'ai fait beaucoup de travaux de commande, et parfois passionnants, et j'en étais super heureux. Mais dans d'autres cas, tu te dis, c'est pas pour moi, ou je vais pas savoir le dessiner, je vais pas savoir l'écrire. Enfin, voilà, il faut pas que les conditions économiques dures nous amènent à abdiquer de ce pourquoi on a choisi ce métier, quoi, si c'est un métier. Il y a une question pour toi, Benoît, puisque tu le connais mieux que nous tous. Des travaux d'Hercule colossaux comme ceux de François Skeuten, avant qu'ils ne se consacrent surtout à l'illustration, sont-ils désormais impossibles à faire passer auprès des éditeurs? Non, je crois pas du tout que ce soit impossible à faire passer. Simplement, économiquement, c'est très difficile. Nous, quand on a commencé, on était payé pour chaque page. Pas une somme énorme, mais une somme suffisante pour vivre. Et puis après, les droits d'auteur arrivaient et notre situation s'améliorait d'année en année. Et puis on avait peut-être un peu moins de charges, on était tout seul, quand on était jeune, on pouvait vivre de moins. Aujourd'hui, si tu attends les droits, je pense que ça va être extrêmement difficile de faire comme Skeuten, de consacrer une semaine à une planche, quoi. C'est de tout faire par soi-même, de travailler uniquement manuellement. Ça va être horriblement difficile. Et là, la situation qu'on avait avec la presse, donc le paiement forfaitaire à la page, il ne faut pas se faire d'illusions. Grosso modo, c'est un modèle qui est périmé. Ça ne reviendra pas, le numérique ne nous donnera pas l'équivalent, les traductions ne nous donneront pas l'équivalent. Enfin voilà, il y a là quelque chose qui est tombé. On avait un travail. Quand il m'arrive de travailler dans l'audiovisuel, par exemple, on ne dit pas on vous payera en fonction du succès du documentaire. On te paye d'abord pour écrire, puis éventuellement pour réaliser, puis après tu as un peu de droit quand le film est diffusé sur Arte ou France 5 ou je sais pas quoi. Mais en BD, c'est comme si on te disait, tu fais le travail, tu fais toute l'énergie à plein, mais ta rémunération variera de 1 à 10 ou de 1 à 20 suivant le succès. Or, le succès ne dépend pas que de la qualité de ton livre, il peut dépendre aussi de la période de sortie, de l'énergie qui a été mise, d'un effet de mode. Enfin, il y a tellement d'éléments extérieurs à la qualité qui font que ça marche ou ça marche pas. C'est vrai donc qu'un dessin très fouillé, on voit ce que fait Daria Schmidt par exemple pour l'instant, là j'ai vu que quelqu'un l'avait cité. Je pense que c'est vraiment un très très grand courage quoi, de se dire ça, parce que le succès n'a pas été au rendez-vous tout de suite. Hein. Il faut 3-4 albums pour que tu commences à être identifié, à avoir des expos. Parfois les expos permettent de vendre des originaux, ce qui pour un dessin très fouillé est vraiment une compensation. Ça, c'est vraiment un élément important. Évidemment, quelqu'un qui a un dessin réaliste très poussé, très artistique, s'il a la chance, ou si elle a la chance de vendre des planches ou des illustrations, quelquefois, c'est une façon de rattraper un peu tout ce temps investi. Alors, On c'est parlait vrai, tout à mais l'heure c'est des pas. éditeurs, excuse-moi, juste 2 minutes, on parlait tout à l'heure des éditeurs qui se manquaient, qui ne soutenaient pas assez leurs auteurs. On voit qu'avec ce genre d'auteurs, justement, ou d'autrices comme Daria, tu disais qu'il fallait 3 ou 4 albums pour qu'elle se fasse repérer. Typiquement le genre d'autrice qui a besoin justement d'être soutenue par un éditeur sur le moyen long terme. Il lui a quand même fallu plusieurs éditeurs aussi Oui. pour trouver Le bon, oui. le bon. Alors peut-être pas le bon éditeur, hein, le bon livre au bon moment chez le bon éditeur. Enfin, c'est un espèce. Aujourd'hui, on est à la recherche de conjonction d'étoiles. La conviction partagée. Et ça, c'est un truc formidable. Quand tu sais que ton éditeur croit en ton livre et que même si ça démarre pas tout de suite, il y aura cette énergie qui est portée pendant plusieurs mois. Et quand le livre marche pas, l'éditeur est aussi triste que toi, quoi. Ce qui est important, il t'a pas abandonné après 15 jours. J'ai connu un éditeur, juste une petite remarque, j'ai connu un éditeur qui en fait détestait une seule chose, c'est que les auteurs se foutent de sa gueule. Il disait toujours un échec avec un grand bouquin, c'est moi je suis aussi malheureux que l'auteur. Un échec avec un bouquin que l'auteur m'a vite torché, j'en veux à l'auteur. Voilà. Et je trouve que c'est assez juste, en fait. Essayons tous au moins d'avoir des échecs glorieux, quoi. Que tout le monde ait des regrets et pas des échecs parce qu'on a torché, quoi. Alors, en même temps, je voulais revenir sur ce que disait Benoît tout à l'heure quand il parlait, effectivement, de la possibilité de vendre des originaux et ainsi de suite. Le problème, c'est que les éditeurs, mettant une certaine pression sur les auteurs pour qu'ils produisent davantage, souvent, ils leur demandent de passer au numérique, s'ils étaient avant. Maintenant, dans les écoles des beaux-arts, on apprend. Alors, les auteurs le font souvent eux-mêmes parce que il y a des fonctionnalités qui, effectivement, sont plus pratiques, mais on voit bien cette tension-là. Et c'est vrai qu'un certain nombre d'auteurs, moi j'en ai rencontré un certain nombre qui disaient j'ai bien fini par passer à la Cintiq parce qu'il fallait, quoi. Sauf qu'en fait,
il y a quand même un problème derrière tout ça. C'est pour aller plus vite la plupart du temps, pour que ce soit plus pratique, bien sûr, mais il y a plus d'originaux. C'est une autre façon de faire. Je pense qu'on certains auteurs resteront attachés aux originaux, d'autres travailleront avec des outils numériques. Il y a des avantages, des inconvénients, y compris artistiquement, hein. Je crois que Ouais, chacun, mais quand même, suivant sa quand même. génération et tout, se sent plus ou moins à l'aise avec certains outils et ça pèse peu finalement sur la qualité de l'album. C'est question d'aisance. Il est Je parle pas de la certain que... qualité de l'album, Benoît. Je parle pas Non, de la non, mais qualité de l'album. Des Je ventes parle du possibles. fait que ouais, je dis simplement que les capacités économiques des auteurs baissent en employant uniquement le numérique. Et oui, d'autre mais de part, toute façon, je le signale la vente... aussi, c'est pas seulement ça, c'est la légitimité de la bande dessinée qui baisse. Parce qu'on a une époque où la bande dessinée arrive de plus en plus dans les musées. Les auteurs s'exposent, ça leur donne une grande légitimité. Et les grands auteurs amènent la légitimité à la totalité de la bande dessinée. Moins il y a d'originaux, moins il y a de légitimité. Je crois qu'on inventera des manières d'exposer aussi le travail purement C'est numérique. probable. Je n'ai pas trop de crainte là-dessus. Et de toute Pareil. façon, il faut bien se dire que les galeries et les ventes d'originaux, ça concerne quand même une toute petite partie d'auteurs et Mmh. généralement des auteurs déjà très identifiés. Quand tu as des planches magnifiques, mais de quelqu'un d'inconnu, ou dont l'album n'a pas marché du tout, c'est rare que ça rattrape vraiment la chose. Donc, il ne faut pas se raconter que c'est pour chacun. Enfin, on le verra dans l'enquête, hein, parce que l'enquête pose aussi des questions là-dessus, sur les galeries, les droits de monstration, les ventes d'originaux. Mais il ne faut pas se raconter une histoire comme quoi tout le monde pourrait avoir un revenu complémentaire par la vente d'originaux. Ah Je non, crois que... bien sûr. Et de toute façon, ça crois. concerne. Même des très beaux, hein, même des trucs très poussés, si la notoriété n'est pas là, la vente restera avec des montants extrêmement faibles. Je vais apporter deux informations. La première, c'est que j'ai montré le tableau de la répartition du numérique dans la création. On n'a pas reposé ces questions dans l'enquête de cette année parce qu'on est sûr que cette amplification a continué. On le voit, donc comme on a essayé de limiter le nombre de questions, on a passé ça. La seconde chose, c'est que moi, je peux rapporter mon expérience personnelle puisque je suis le tout premier auteur qui a basculé dans le numérique. J'ai l'énorme chance d'être un auteur de best-seller, donc je vends des originaux de numérique. La question s'est même pas posée. Je les vends plus cher que la plupart des originaux papier de la plupart des auteurs. Et à l'inverse, je vois mes camarades qui ont des superbes planches traditionnelles et qui ont des ventes faibles. Aujourd'hui, le marché de la vente de l'original est en train de se tarir. Donc, faut avoir aucune illusion là-dessus. C'est malheureusement totalement raccordé au succès. Alors, il y a des écarts, hein, c'est-à-dire que un énorme succès avec des planches exceptionnelles, le prix s'emballe. Évidemment, un énorme succès avec des planches un peu quelconques quand on est devant l'original, évidemment, le prix reste haut, mais moins haut. Mais l'auteur pas connu, qui n'a pas de succès, qui n'a pas de gros public, n'aura pas de grosse galerie, donc va vendre en direct lui-même, va vendre pas cher. J'ai commencé comme ça, hein, je me souviens de mes prix sur les gens qui ont acquis mes premières planches ont fait des très bonnes affaires. Et aujourd'hui, il y a tellement d'auteurs qui proposent des planches que la plupart n'arrivent quasiment pas en vente. Donc, faut pas. On n'est même pas dans le revue complémentaire. On est quasiment après la virgule maintenant, hein. Donc, je pense qu'il faut avoir aucune illusion, le retour au traditionnel. La question de l'artification, toi, la question des musées que tu poses en parallèle, sur le fait d'avoir des originaux dans les musées, c'est compliqué aussi, hein, parce que la bande dessinée, c'est justement un art narratif du livre. Donc, art artifié en allant jouer au peintre, entre guillemets, dans les expositions, c'est délicat, parce qu'en fait, ça peut tromper le rapport à la bande dessinée. La bande dessinée, justement, c'est pas des œuvres d'art, c'est des œuvres narratives. Donc, même là, ça reste compliqué, hein. Vas-y, Valérie. J'allais poser la question du scénario, en fait, parce que vous parlez de planches dans les musées ou dans les galeries, mais ça ne concerne que les dessinateurs. Ah non, vous êtes co-auteur des planches. Oui, mais notre scénario n'est pas... Il est visible dans la planche. C'est autre chose. Personne ne voit le scénario quand il regarde la planche, enfin, pour l'instant, en tout cas. On est globalement assez invisibilisé. Si tu prends une planche d'Astérix, par exemple, c'est les planches les plus drôles, les plus fortes narrativement, qui vont être sans doute vendues les plus chères ou convoitées le plus. Donc, il n'y a pas de raison que le scénariste, ou dans certains cas, le coloriste ou la coloriste, s'il y a une vente d'original dont ils font partie, doivent y être associés, d'une façon ou d'une autre, hein, pas forcément le même partage que pour le bouquin. Je suis totalement d'accord avec toi, Benoît. Simplement, actuellement, ce n'est pas le cas.
Nous sommes Ça totalement dépend, c'est invisibilisés par rapport à c'est ça. un truc Il qui faut se être Goscinny discute. pour ne pas l'être, justement, quoi. Ouais. Oui. Et, Non, mais c'est et, vrai qu'à ce niveau-là, en fait, l'art en tant que tel, quand on parle de l'art de la bande dessinée, on parle essentiellement des dessinateurs. Faut pas se poser de questions là-dessus. Moi, je suis d'accord avec Valérie. Bien sûr qu'il y a des grands scénaristes, mais malgré tout, ils sont comment dire, reconnus plus tard, plus tardivement, parfois même avec des passages à la littérature. Ou d'ailleurs, vous avez probablement vu, je suis sûr que Valérie y est sensible, le fait qu'un certain nombre de scénaristes viennent, non pas de la bande dessinée, mais d'autres domaines. Je suis sûr que Denis, qui est un fan de bande dessinée, connaît plein de scénaristes qui viennent de la science-fiction, par exemple. Qui est un fan de, excuse-moi, qui est un fan de science-fiction, connaît plein de scénaristes qui viennent de là et qui sont venus parce que bah eux aussi ils gagnent pas assez, donc ils cherchent des revenus complémentaires. Et et puis, c'est toujours Ouais. ça. Enfin, puis les la éditeurs Il y se a disent pression qu'ils pourraient beaucoup, exploiter économique est la forte. notoriété qu'ils ont acquis ailleurs aussi. Ben Malheureusement, oui, il y a bien beaucoup sûr, de bien sûr. scénaristes quand même, et il y a des grands scénaristes et des scénaristes qui sur le marché pèsent énormément. Un Alan Moore ou un Jean Van Damme, leur nom compte autant que celui du dessinateur, sinon plus. Donc je ne crois pas qu'il y ait de problème. totalement, mais C'est ce pas sont la des même exceptions. reconnaissance. C'est peut-être moins la reconnaissance artistique, mais du côté de la légitimation ou du succès public, je pense que c'est très très important. Et Oui, oui, bon, mais je du reviens point à de vue, l'exemple. on parlait des expositions, moi je dois me battre pour que mon nom figure dans les expositions de mes dessinateurs. On Personne est n'y pense d'accord. spontanément, Ouais. Dans c'est, l'exposition SF d'Angoulême, j'ai fait la remarque à plusieurs reprises, tu voyais Valérian, Jean-Claude Mézières oui, et voilà, Pierre Mmh. Christin typiquement, était quoi. passé à la. Je dis Valérian, mais c'était le cas pour à peu près toutes les Bien séries. Et sûr. quand on mettait le nom du scénariste, c'était un tout petit. Bon, ça, c'est même pas une question économique, mais c'est quelque chose qu'il faut comprendre, c'est que la planche et l'album, bah, c'est un tout. Et que Oui. le scénario, il est incorporé dedans, bien sûr. Il a Et été juste, transcendé par le dessinateur, mais il est là, quoi. Mais ça, justement, pour c'est citer, une autre question. La question des coloristes se pose exactement de la même façon, hein. L'invisibilisation des coloristes, elle est extrêmement gênante, comme longtemps les traducteurs ont été aussi invisibilisés. Est-ce tellement, et qu'on pour ajoute lutter un la peu contre question ça, des il y avait femmes Alan Moore coloristes? qui... C'est encore pire. Bah Mais oui. pour terminer avec les scénaristes, il y a Alan Moore qui demande qu'on expose uniquement ses albums en entier, ou au moins par comics entier, Par séquence. par séquence, voilà, qui refuse l'exposition planche à planche, en fait. Je suis assez d'accord. Hein. Moi, je reste gêné hein, par le tronçonnage de la bande dessinée en pseudo-peinture. Hein. J'appelle ça de la pseudo-peinture, les expositions. L'expo Ouais. SF, elle est super à Paris, à Angoulême. Allez la voir, mais elle ne peut pas s'empêcher de... Alors bon, il ne pouvait pas publier l'intégralité d'un Valérian sur les murs, mais c'est malheureux parce que quelque part... le travail de Christin, il apparaît à travers toute cette rythmique de l'album, à travers... on aurait eu tous les oiseaux du maître exposés, on aurait vu quelque chose qui là est complètement dépendant du scénario. Et on a un problème hein, dans la BD, dans l'exposition. Enfin, moi j'en parle depuis des années, mais on a tout un. Ça va avec en fait tout un problème de réflexion sur nous-mêmes. Quand on voit le travail de réflexion sur lui-même qu'a fait le cinéma en France avec comment ça s'appelle dans les années 60 la nouvelle vague, voilà, j'ai retrouvé. La politique des auteurs, Ouais, la nouvelle vague, la politique des auteurs et les affrontements avec les anciens qui n'en voulaient pas et qui ont répondu avec d'autres types de films, etc. et tout. Mais il y a eu une prise de conscience très forte de ce qu'était le cinéma, la cinémathèque, etc. Dans la BD, moi je trouve souvent, y compris chez les auteurs, que cette prise de conscience, elle est très peu là. Alors, quelqu'un comme Benoît, qui a beaucoup travaillé sur la question du langage de la bande dessinée, évidemment, a tout à fait conscience de ça. Et je trouve souvent que nous, les auteurs, on n'est pas obligatoirement conscients de l'art qu'on pratique. De ses formes, de sa différence avec le reste, de la manière dont on devrait en parler différemment, le montrer différemment, parce que c'est un art très particulier qui a ses propres codes, ses propres choses. Et je trouve que même les institutions comme le musée d'Angoulême, etc., n'arrivent pas à faire ce travail-là, malgré encore une fois un travail très sérieux. Hein. Je dis pas que les gens n'ont pas bossé. Hein. C'est vraiment, il y a des tas de choses. Mais j'attends moi l'exposition qui va me faire exploser l'art de la bande dessinée et pas l'art du dessin à la figure. Mais en même temps, bon, pour rester sur ce sujet qui est peut-être périphérique, mais parfois l'exposition, c'est aussi l'occasion de découvrir un auteur, un album, et d'avoir envie de se précipiter vers ces albums. Quand tu vois les grandes expositions japonaises qu'il y a eu
à Angoulême, qui était souvent magnifique. À la sortie, tu voyais tous les bouquins et les gens qui se pressaient derrière pour découvrir une série que peut-être ils n'auraient jamais lue autrement. Donc voilà, c'est positif si ça ramène vers le livre. Mais c'est vrai qu'il y a des auteurs artistes, puis il y a des auteurs narrateurs, et puis il y a des humoristes, par exemple. Et l'humoriste, tu mets sa planche sur le mur, parfois l'essentiel de sa vertu comique disparaît, et ça a l'air moins fort, alors que quand tu prends l'album, tu le trouves superbe et drôle. Voilà, la drôlerie s'expose moins bien, les enfants sont moins sensibles aux originaux, c'est pas eux qui vont courir derrière l'original, ils ont envie d'entrer dans l'univers. Donc l'expo, c'est une chose parmi d'autres, mais c'est vrai que c'est devenu pour certains une ressource. Et ça, c'est important, c'est un phénomène. Quand j'ai commencé, on ne parlait pas de la valeur des planches. Tu n'avais que quelques stars du passé qui avaient vendu des planches. Aujourd'hui, pour certains, c'est devenu presque plus important que les droits d'auteur. Ouais, mais c'est pour la génération des anciens. C'est très difficile maintenant pour un jeune auteur d'entrer dans ce marché-là, quoi. Sauf Bien s'il a un focus illustrateur très fort, et donc et on les compte sur les doigts de deux mains, les gens qui ont moins de 50 ans qui sont rentrés très fortement sur le marché de la planche, quoi. Donc. Et d'ailleurs, souvent des galeristes leur demandent de faire des illustrations, en fait, plutôt que d'exposer leurs planches de BD. Donc, et ne met pas les bulles sur les planches. Oui, et ne met pas les bulles sur les planches, oui, c'est vrai, oui. La bulle, c'est une chose sale de la BD. C'est ça. Non, merci pour le formulaire. Mais merci de l'avoir rempli, surtout. Et oui. Si vous avez des questions, quand même que n'hésitez pas. La chose à rappeler, c'est quand même vraiment l'importance du questionnaire, et puis pas seulement de le remplir soi-même, mais d'en parler autour de soi, parce qu'on n'arrivera pas à toucher tout le monde directement, ou il y en a qui vont peut-être se dire « Ah, mais c'est pas pour moi », et je crois que plus on aura de réponses, plus on aura une étude intéressante. Et dans les négociations qu'on peut avoir, notamment avec les pouvoirs publics, s'ils s'intéressent encore à nous, le nombre de réponses sera absolument déterminant. Ça, c'est vraiment l'écoute qu'on avait en 2016, c'était vraiment lié au nombre de répondants. Oui, c'est-à-dire que si nous, on connaît à peu près le taux de réponse, enfin le nombre de répondants dans les enquêtes du ministère de la Culture, il faut absolument qu'on fasse plus que ça, quoi. C'est la barre très haut, là. Parce que tu fixes un objectif assez bas quand ça arrive sur du papier officiel et que tu as l'impression que c'est les impôts qui te contrôlent. Nous, on a quand même des garanties d'anonymat. Toutes les données qui sont là dans le questionnaire, même les plus confidentielles, ne dépassent pas le cercle des spécialistes, des sociologues qui travaillent dessus avec Sylvain. Et donc, c'est vraiment je travaille tout seul. Absolument sans danger, quoi. On peut répondre absolument sincèrement. Il ne faut ni gonfler ces chiffres, ni les dégonfler. Il faut vraiment répondre avec sincérité, parce qu'il n'y a vous ne courez aucun danger. Et ni Benoît, ni Denis, ni moi ne seront au courant de ce que vous répondrez. C'est vraiment totalement anonymisé. Je peux vous dire qu'au niveau syndical, si j'allais raconter tout ce qu'on m'a raconté, il faudrait que je fasse des livres. Et puis de toute façon, passer le millier de réponses, je crois qu'on aura autre chose à faire que d'aller regarder individuellement. Ça va être vraiment des tendances par âge, des tendances dans les rapports hommes-femmes, ceux qui sont passés par les écoles ou ceux qui se sont formés autrement. Voilà, c'est tout ça. L'origine géographique, le milieu, parce que c'est vrai qu'une de nos peurs avec Denis et Valérie, c'est que la BD devienne une pratique réservée à ceux qui ont des moyens, donc une pratique d'héritier, une pratique bourgeoise. On revient à ce qu'on disait sur Skuyten. Aujourd'hui, évidemment, si on a de l'argent, on peut se lancer dans les grands travaux d'Hercule de la bande dessinée, faire un dessin parfait, passer une semaine, parce qu'en fait, on n'en attend pas de revenus, on en attend que les récompenses symboliques d'avoir fait son livre. Mais c'est malheureusement comme ça fonctionne la littérature avant la République. Hein. Mais c'est vrai qu'il y a un danger que des gens qui ne sont pas favorisés au départ, qui n'ont pas de soutien familial, etc., qui n'ont pas un conjoint qui a un revenu fort, décrochent, quoi. Décrochent plus de ce métier. Et ça fait un appauvrissement aussi dans les contenus. Pardon, ce qui nous inquiète, par exemple, c'est qu'il y a une obligation de passer par des écoles aujourd'hui, principalement privées, pour pouvoir faire de la bande dessinée, parce que ça, c'est directement, on décapite les classes les plus populaires avec ce système-là, quoi. On décapite par le bas, c'est bizarre. C'est vrai que je crois que les écoles, c'est 5 ou 6 000 euros par an, donc quand vous devez payer cette somme-là sur 3, 4 ans, 5 ans, évidemment, ça élimine beaucoup de monde. Hein. En même temps, on sait que les écoles ont apporté beaucoup,
Et pour certains, même quand les cours n'étaient pas géniaux, rien que le fait de construire un milieu, de se faire des amis, de se critiquer les uns les autres a été une étape importante. Mais c'est vrai que parfois l'école a entretenu l'illusion qu'elle allait donner un métier et que ce métier allait déboucher sur un revenu, que les parents se sont un peu illusionnés de ce côté-là en voyant quelques gros succès. Et là, on a une opération vérité et je crois que l'enquête correspond aussi à ça, quoi. C'est Donc, si vous êtes dans des écoles, ne pas se raconter d'histoire sur le métier. Si vous êtes dans une école, donnez le questionnaire à vos collègues et remplissez-le. Et puis, surtout, vous regarderez les résultats. Vous verrez se dessiner des choses. Déjà, vous verrez un peu comment fonctionne votre population d'étudiants. Mais après, voilà, vous pourrez aussi avoir une idée. Parce que ce qui est intéressant dans l'enquête, ça, c'est qu'on va avoir évidemment une comparaison avec l'enquête d'il y a 10 ans. Donc, des tendances qu'on voyait parfois se dessiner il y a 10 ans, on va pouvoir tracer la ligne droite et se rendre compte vers quoi on se dirige si rien ne change, quoi. On fera une vraie restitution, hein. On fera même plusieurs vraies restitutions, c'est-à-dire les grandes lignes, parce que c'est ce qui peut intéresser les médias, les éditeurs, les pouvoirs publics, mais après on entrera de manière plus fine, parce que c'est pas simplement une plateforme de revendication, c'est aussi une photographie d'une profession, et c'est aussi une façon de mieux se comprendre et de mieux envisager la suite, quoi. Donc il y aura certainement des restitutions en plusieurs temps, plus ou moins approfondies, mais on les communiquera très largement, que ce soit sur le site des EGBD ou à travers une émission comme celle-ci ou dans d'autres contextes, dans la grande presse. C'est pas du tout une enquête qui va rester dans une boîte noire, ce qui arrive quelquefois avec des enquêtes officielles. En fait, tu réponds, puis tu sais pas ce qui en est advenu. Peut-être pour préciser les choses, donc on va avoir normalement, donc pour Angoulême, on aura au moins l'infographie et la comparaison avec l'enquête précédente. Et puis l'idée, par contre, après, c'est de se laisser un peu plus de temps pour faire un vrai rapport scientifique. Je dis un vrai rapport scientifique parce que, et c'est pas pour bien sûr remettre en cause ce qui avait déjà été fait, mais moi je me souviens quand j'ai vu les premiers résultats de la première enquête des EGBD, je m'étais dit: «Ah là là, mais si j'avais ça sur ma base de données, mais j'adorerais faire les tris croisés qui permettraient de montrer s'il y a une relation entre le sexe, le paiement». Alors il y a quelques tris croisés qui ont été faits, mais c'est vrai qu'on a envie de rentrer beaucoup plus dans le détail, d'aller beaucoup plus loin. C'est pour ça, Benoît a tout à fait raison, il faut qu'on arrive absolument à savoir plus de choses et aussi à permettre à la population des auteurs et autrices de mieux se connaître. C'est vraiment important. Mieux on se connaît, mieux on peut Plus on peut agir. prendre des décisions, en fait, en connaissance de cause. C'est ça. On va tous Je être amenés vois à qu'on prendre des approche décisions. Hein. Je crois qu'on approche du mot de la fin, non? Et puis voilà, le plus important quand même de tout ça, c'est répondez, faites répondre, et je pense que les résultats nous surprendront tous d'une façon ou d'une autre, peut-être pas toujours positivement, mais je suis sûr aussi qu'on y apprendra des choses passionnantes sur ce métier. Voilà. Il faut vraiment savoir où on va, qui on est et où on va. Bon, je pense qu'on va rendre l'antenne, c'est bien. On a tenu notre 1h30 quasiment à la perfection. On se reverra, je pense, tous les quatre, peut-être accompagnés sur cette question de ce qu'on aurait dû nous dire à l'école de BD ou de dessin. Ah, moi, je suis partant. Voilà. Je suis partant je dis non seulement je suis partant, mais j'ai aussi un collègue historien, lui, Benjamin Caraco, qui a travaillé aussi sur certaines écoles, très précisément, si ça vous intéresse. S'il veut venir, on a une formule où on peut être 6. C'est magique, hein, ça peut. Là, il manque 2 personnes, mais voilà. Et puis, alors pour l'émission On en a gros, elle s'était vraiment arrêtée parce qu'à un moment on était complètement à genoux. Je pense qu'on va essayer de revenir au moins à un rendez-vous mensuel parce qu'il y a encore beaucoup de choses à discuter sur notre profession, mais aussi sur nos pratiques, mais aussi sur l'état de la société culturelle aujourd'hui, parce qu'en fait on n'est évidemment pas des auteurs de BD isolés dans leurs petits problèmes franco-français. Déjà l'étude on l'a étendue à la Suisse et à la Belgique, mais même à nos petits problèmes d'auteurs. On connaît les conditions du pays, surtout aujourd'hui où ça a beaucoup parlé de la colère qu'il peut y avoir dans le pays et tout. Donc voilà, je pense qu'on va essayer de continuer de discuter de tout ça avec ceux qui veulent. Et donc on vous redonne rendez-vous bientôt dès qu'on connaît le sujet de la prochaine émission. Voilà, merci aux invités, vous avez été super. Et puis répondez à l'enquête. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci. Au revoir. Merci, au revoir, à bientôt. On en a gros, en atelier à nos bureaux.
on en a gros, on en a gros. Dessins, couleurs et scénarios. Dans la BD, on en a gros, on en a gros.